Lettre de Léon Blum au général de Gaulle, Bourrassol, le 15 mars 1943. À l'heure où je vous écris, la France tout entière est en état d'effervescence. La levée en masse, les rafles quotidiennes, les expéditions continues de matériel humain vers l'Allemagne atteignent toutes les couches de la nation et l'enfièvrent d'angoisse, d'espoir et de révolte. C'est la donnée capitale de la situation présente, je le sais et le sens comme tous les Français. Mais les problèmes dont j'ai le devoir et dont j'ai eu la volonté de vous entretenir, même si la passion politique et les nécessités de l'action les rejettent aujourd'hui à l'arrière-plan, subsistent cependant et ne se laisseront pas oublier. Votre rôle, votre autorité et vos responsabilités vous obligent à porter votre pensée au-delà du moment présent, au-delà de l'avenir immédiat. Trouvez donc naturel que je m'adresse à vous. Je serai sans doute conduit à des redites dont je m'excuse auprès de vous. Mais j'ignore tout à fait, ce qui n'est pas sans me préoccuper, si mes communications précédentes vous sont exactement parvenues. Un travail obstiné, poursuivi depuis plus de 2 ans, dans les 2 zones, a permis à quelques-uns de mes camarades de reconstituer notre parti. Parmi ces camarades, il en est que vous avez appris aujourd'hui à connaître. Ils ont opéré par sélection individuelle, ce qui a comporté tout à la fois des éliminations, que nous considérons comme définitives, et un recrutement. À l'heure actuelle, le recrutement continue, mais le travail organique de reconstruction est achevé. Le réseau de nos fédérations et de nos sections couvre la France entière. La publication du Populaire a été reprise et sa diffusion, déjà considérable en zone libre, s'étendra incessamment à la zone occupée. Le progrès est constant et si rapide qu'il surprend véritablement tous nos espoirs. Pour refaire un parti généralement classé comme parti politique, parce que son action politique était plus apparente que son action de propagande et d'éducation, nous avons dû lutter contre une prévention très puissante et que vous-même avez dû partager en quelque façon. La masse d'opinion française a certainement imputé au parti politique d'avant-guerre une part dans la responsabilité du désastre. La propagande de Vichy, d'ailleurs, n'a rien épargné pour l'y inciter et la propagande gaulliste s'est souvent confondue à cet égard avec celle de Vichy. Je conviens sans aucune gêne que la France a souffert de la lutte des partis pour le pouvoir, telle qu'elle était conduite avant la guerre, de l'ambition égoïste et surtout du manque de consistance doctrinale de la plupart d'entre eux. La conception des partis devra sans nul doute être révisée au même titre que les institutions politiques elles-mêmes. Comme les individus, ils devront apprendre à connaître et à pratiquer leurs devoirs envers la collectivité nationale. Mais cela dit, je constate que vous avez apporté au principe démocratique une adhésion sans réserve, et je tiens pour constant qu'un État démocratique, quelle que soit sa constitution, quelle que soit la part qui est laissée à la représentation parlementaire, ne peut pas vivre ou ne peut pas être conçu raisonnablement sans l'existence des partis politiques. La négation pure et simple des partis politiques équivaut à la négation de la démocratie, de même d'ailleurs que la condamnation absolue et indistincte de tout système parlementaire équivaut à la condamnation du système démocratique. Il faut y prendre bien garde. C'est dans les régimes dictatoriaux que les partis disparaissent et qu'un parti unique se confond avec l'État totalitaire. Les hommes qui ont voulu fonder un État totalitaire ont invariablement commencé par détruire et interdire les partis politiques. Rendez-vous compte bien clairement, je vous en conjure, que les organisations de résistance qui sont sorties du sol français à votre voix ne pourront à aucun degré se substituer à eux. Lorsque la France aura recouvré sa souveraineté et retrouvé une stabilité, le rôle utile de ces organisations sera épuisé. Ce rôle aura été d'une importance capitale, non seulement pour la participation décisive à l'œuvre de libération, mais par la formation spontanée d'une élite jeune et toute fraîche.
Cependant, les hommes qui composent cette élite seront nécessairement amenés, dans la France nouvelle, à se redistribuer dans des partis différents qu'ils rajeuniront et rafraîchiront à leur tour, qu'ils continueront à imprégner, dans leur diversité, d'une solidarité foncière, d'un véritable esprit d'unité française. Je ne verrai pour ma part que des dangers à ce que les organisations de résistance, une fois accomplie la tâche en vue de laquelle elles ont été créées, se survécussent sous leur forme actuelle. Syndicats d'intérêts égoïstes et surannés, comme les associations d'anciens combattants de l'autre guerre, ou bien milices paramilitaires redoutables à toute république, elles n'auraient guère à choisir d'autres destins. Vous dont le nom est désormais identifié avec la restauration de la démocratie en France, vous devez sentir mieux que personne l'évidence de ces vérités. En refaisant notre parti sur sa base doctrinale, tout en nous efforçant d'en renouveler la forme et l'esprit à l'image de la France de demain, nous avons donc agi selon l'intérêt bien entendu de la liberté française. Mais je n'ai pas besoin d'ajouter qu'avant même de penser à la liberté future du pays, nous pensions à sa délivrance présente. Toute notre propagande orale et écrite a été orientée dans le sens de la résistance. La volonté de résistance est le critère suivant lequel s'est opéré le tri de nos anciens effectifs, l'un des critères suivant lesquels s'est opéré le choix de nos nouvelles recrues. Tous les membres de notre parti tiennent pour indissolubles et indiscernables l'indépendance et la liberté du pays, de même qu'ils tiennent pour nécessairement incluses l'une dans l'autre, la démocratie politique et la démocratie sociale. Nous n'avons jamais varié dans notre opposition absolue à la collaboration, à ces gouvernements et à ces hommes. Parce que vous avez le premier incarné l'esprit de résistance, que vous l'avez communiqué au pays, que vous continuez à la personnifier, nous vous avons dès la première heure reconnu pour chef dans la bataille présente, et nous n'avons rien négligé de ce qui pouvait accréditer et consolider votre autorité. Nous n'avons pas constitué de groupes spéciaux de résistance, de groupes à nous, composés de nos hommes, annexés à notre parti et ne dépendant que de lui. Les communistes l'ont fait et nous n'avons pas suivi leur exemple. Pourquoi ? Parce que nous pensions qu'une action commune, comme celle de la résistance, est d'autant plus efficace qu'elle est plus exactement articulée et plus étroitement centralisée. L'unité vaut mieux que les coordinations et les liaisons. Comme tous les Français peuvent et devraient se rassembler sur ce terrain commun, la multiplicité des organisations ne répond à aucune commodité de recrutement et ne présente aucun avantage qui puisse balancer les inconvénients certains. Nous n'avons donc pas voulu ajouter des organismes nouveaux à ceux qui s'étaient déjà multipliés et qu'au contraire nous aurions voulu voir se fondre en eux. Nous avons donné pour consigne à nos hommes d'entrer ou de demeurer dans les organismes existants où ils figurent en effet et dont ils forment une fraction considérable. En dehors de notre activité propre d'organisation et de propagande, nous avons poursuivi avec une certaine ténacité 2 desseins sur lesquels j'appelle votre attention, car tous 2 représentent pour vous un intérêt particulier. Voici le premier. À défaut d'unité dans des organismes de résistance proprement dits, mes amis ont essayé de provoquer une fédération embrassant en même temps que ces organismes les partis politiques qui, comme le nôtre et comme le Parti communiste, agissent aussi sur le plan de la résistance. On aurait ainsi une sorte de centrale exécutive qui, le moment venu, aurait tenu tout en main et qui, d'ici là, aurait accru le rendement d'efforts, aujourd'hui dispersés et concurrents, par leur coordination et leur économie. Il y a quelques semaines, mes amis vous ont adressé une proposition directe à ce sujet, en même temps qu'ils saisissaient nos camarades Félix Gouin et André Philippe. Voici le second sur lequel je dois insister un peu davantage. Tous les hommes qui luttent à vos côtés, de près ou de loin, sont d'accord pour penser que l'effet immédiat de la victoire doit être de rendre au peuple français sa souveraineté en même temps que son indépendance. La France libérée sera une France libre. L'État français redeviendra une nation démocratique.
Cela ne signifie pas plus à nos yeux qu'aux vôtres, que la Constitution et les institutions d'avant-guerre doivent être restaurées dans leur intégrité, qu'après ce long intervalle, la vieille machine doive purement et simplement reprendre sa marche. Rien n'est plus éloigné de notre esprit. Mais la démocratie revêt plus d'une forme. La France veut redevenir une démocratie, mais différente de celle d'hier, dont l'épreuve a fait apparaître les défauts et les lacunes. Un nouveau statut constitutionnel devra donc être instauré. Tout le monde est d'accord là-dessus, j'imagine. Mais il ne peut être question de l'octroyer et de l'imposer au peuple français, d'en haut ou du dehors. C'est le peuple lui-même qui devra en choisir et en fixer les formes dans sa souveraineté recouvrée. Cependant, cette souveraineté ne pourra évidemment s'exprimer dès l'heure de la libération du territoire. Un délai assez long s'interposera donc nécessairement, ne fût-ce que pour attendre le rapatriement, le reclassement, la rééducation des prisonniers et des déportés de toutes catégories, avant la création d'une légalité définitive, alors que des nécessités vitales de sécurité, d'ordre matériel, de paix civile, obligeront à constituer un gouvernement fort sans perdre une heure. Vous seul pourrez constituer ce gouvernement parce que vous seul, à l'heure de la délivrance et du point de vue de la délivrance, personnifierez et pourrez rassembler autour de vous l'unité française. Je vous ai écrit à plusieurs reprises comment, à mon sens, ce gouvernement intérimaire devait se constituer, quelle caution, quelle garantie initiale il devait fournir à la volonté démocratique du pays. L'une au moins de ces lettres ou notes doit être entre vos mains et je ne reviens pas là-dessus. Ce sur quoi j'insiste est la gravité incalculable des tâches que, bien qu'intérimaire, bien qu'anticipant sur la souveraineté nationale, il devra cependant assumer. Les conversations entre alliés pour l'élaboration de la paix et par conséquent pour la fixation des premiers principes de l'organisation internationale devront s'ouvrir après un délai assez court. La remise en marche de l'économie nationale ne souffrira aucun délai. Rien qu'en définissant des positions, rien qu'en orientant des commencements d'action, le gouvernement intérimaire engagera pour de longues années, peut-être irrévocablement, la politique et la vie nationale. Nous en étions donc venus à penser, mes amis et moi, que le gouvernement qui devra assumer de telles responsabilités, en se portant fort pour le pays non encore consulté, trouverait un appui bien précieux, je ne dis pas dans un programme commun, mais dans un accord de principe établi entre tous les partis et toutes les organisations de résistance. À défaut d'une consultation régulière du pays, le gouvernement disposerait de cette sorte de ratifications préalables, émanant de groupes et d'hommes qui représentent en fait la masse des patriotes et des républicains. Et pour obtenir cet accord, on rencontrerait sans doute, dans les troubles de l'heure présente, plus de sincérité et de solidarité, plus de courage et de sacrifice, que lorsque, après la victoire, on sera retombé, si peu que ce fût, dans les ornières de la vie normale. Mes amis vous ont saisi de leur premier dessein, ils ont saisi du second, comme du premier les organisations de résistance proprement dites et les autres partis politiques. Leur offre s'est exprimée sous toutes les formes. Elle l'a même été publiquement ou presque, dans un appel qu'a publié Le Populaire. Ils ont le sentiment que cet appel n'a pas été entendu ou n'a pas été compris. Si l'on ne s'est pas abusé sur les raisons de leur initiative, si l'on ne s'est pas mépris sur les mobiles qui l'inspiraient, comment peut-il se faire qu'on en ait méconnu l'opportunité et l'importance? Leur seul objet, vous le voyez clairement, était pour aujourd'hui d'assurer l'unité de la résistance, ou tout au moins d'en coordonner l'action, pour demain d'assurer l'unité morale de la nation et de consolider l'action gouvernementale. Comment se fait-il que de telles propositions ne rencontrent qu'un silence inerte, qu'elles semblent même provoquer un malaise, une gêne? Mes amis en viennent à se demander s'ils ne doivent pas chercher l'explication dans un fait qui, par un pur hasard, vient de tomber à leur connaissance. La conclusion d'un contrat direct, à leur insu, en dehors d'eux, par-dessus leur tête,
entre les organisations de résistance proprement dites, associées pour la circonstance, et le Parti communiste. Il n'est pas possible que cet accord, dont la signature remonte au 5 février dernier, ait été ignoré par vous. C'est un point sur lequel je tiens à vous exprimer ma pensée sans ambages. Vous savez quelle importance j'ai toujours attachée à nos relations et encore davantage à vos relations avec le Parti communiste. Vous savez également dans quel état d'esprit je l'envisage. Je n'ai laissé passer aucune occasion, quelle qu'elle fût, pour m'expliquer à cet égard. Comme tous les Français dignes de ce nom, j'apprécie à leur valeur le rôle de l'armée rouge dans la guerre, bien qu'à vrai dire, je n'ai jamais attendu la décision de ses seuls succès, et le rôle de nos communistes français dans la résistance, où ils se sont portés légitimement au premier rang, autant par les persécutions particulières qu'ils ont affrontées que par leur activité disciplinée et leur courage. Mais je ne suis pas moins sensible à des considérations qui se placent dans une autre perspective. Le problème central qui se posera pour nous tous au lendemain de la victoire sera d'inscrire une véritable communauté française dans une véritable communauté internationale. Faute de quoi, il faut abandonner, à échéance plus ou moins courte, tout espoir d'ordre et de sécurité durable, de justice et de paix. Or, ni la communauté française ne serait entière et viable sans la participation du Parti communiste, ni la communauté internationale ne serait entière et viable sans la participation de l'État soviétique. Du point de vue français, du point de vue humain et universel, elle est également indispensable. C'est dire si je suis acquis d'avance à toute vue, à toute démarche qui puisse contribuer dès aujourd'hui à la préparer. J'ajoute qu'en s'efforçant d'approfondir et de préciser la notion d'une communauté internationale vraiment adaptée à ses fins, au moment présent de l'histoire, on se convainc nécessairement que sa stabilité et sa durée dépendront avant tout de la recherche et de la détermination, non seulement d'un mode de coexistence paisible entre les États démocratiques et l'URSS, mais d'un principe de coopération et par conséquent de transaction entre la démocratie politique et ce que M. Wallace, dans son discours saisissant, appelait le marxisme soviétique. On ne saurait se passer ni dans le monde de demain de l'État soviétique, ni dans la France de demain du Parti communiste. Mais c'est ici qu'il faut bien s'entendre. L'État soviétique dont le monde a besoin, c'est d'un État soviétique intégré dans la communauté internationale. Le Parti communiste dont la France a besoin, c'est d'un Parti communiste intégré dans la communauté française. Et ainsi, la difficulté se précise. L'État soviétique acceptera-t-il de s'intégrer dans la communauté internationale, ce qui implique qu'il renoncera à agir désormais sur la vie interne des autres États? Le Parti communiste acceptera-t-il de s'intégrer dans l'unité française, ce qui implique qu'il cessera désormais de subordonner sa conduite aux mots d'ordre impératifs d'un État étranger? Ces deux questions d'ailleurs n'en font qu'une, car pour obtenir la transformation substantielle des rapports de dépendance passive qui ont soumis jusqu'à présent le Parti communiste à l'État soviétique, c'est évidemment sur l'État soviétique qu'il faut exercer une action directe. C'est dans cette pensée qu'en vous adressant ma première note, j'insistais d'une façon si pressante pour que vous entriez en relation directe avec Moscou. De toutes ces considérations, je déduis qu'autant il faut s'attacher dès aujourd'hui à fixer des points d'attache, à aménager d'avance la fusion qui doit reverser dans le courant circulatoire de la nation une doctrine cohérente, des tempéraments énergiques, toute une élite ouvrière qui ont la valeur d'éléments vitaux, autant il faut se garder de toute démarche qui risquerait d'ancrer le Parti communiste dans sa tendance habituelle à s'isoler comme un corps distinct, comme un corps étranger dans la masse nationale. C'est de ce point de vue que le contrat conclu entre l'ensemble des organisations de résistance et le Parti communiste, car le fait d'avoir créé des groupes d'action composés de ses membres et astreint à sa discipline ne l'empêche nullement d'être resté un parti, et même un parti politique, me paraît une erreur d'orientation pleine de périls. Le moindre ne serait pas de frapper d'avance, d'inefficacité, toute conversation directe que vous entreprendriez avec l'État soviétique.
Comment obtenir de Moscou la transformation substantielle du Parti communiste français et son incorporation sincère dans l'unité française, condition de vie ou de mort pour tout gouvernement démocratique. Si en France on encourage et on prime son splendide isolement, si l'on flatte son orgueil, si l'on exagère à l'opinion sa puissance, au point de le faire apparaître comme l'unique parti organisé et comme le centre vital de toute résistance, si enfin on l'incite de toute manière à demeurer entier et intact dans sa structure et dans sa tactique passée. Enfin, comme je vous dois toute la vérité, j'ai le devoir d'ajouter que mes camarades, déjà déçus par le silence qui a seul répondu à leurs propositions et à leurs appels, ont été surpris et blessés par un procédé qui leur paraît inamical et injuste, à bon droit. Ils jugent inadmissible, et je les comprends, que le fait d'être entrés en masse dans le rang des organisations de résistance proprement dites, tandis que les communistes constituaient jalousement leur groupe d'action distinct, les expose aujourd'hui à passer sous les ordres d'un commandement où le Parti communiste figure à part égale et d'où leur parti se trouve exclu. Il y a là de quoi émouvoir, je ne dis pas de quoi décourager, des hommes qui se sentent lésés par leur propre abnégation, par leur propre désintéressement, et qui ont pourtant conscience de ne s'être montrés inférieurs à personne par la résolution, le mépris du danger et l'esprit de sacrifice. Vous n'avez rien à redouter d'eux qui, surtout à l'heure présente, puissent jeter le plus léger trouble dans l'action des organisations de résistance dont ils forment une fraction si importante. Mais je ne vois guère comment la situation qui vient de leur être créée pourrait se prolonger telle qu'elle, et il me semble qu'elle évoluera nécessairement dans l'une des deux directions que voici. Ou bien mes camarades seront conduits à suivre l'exemple communiste, c'est-à-dire de créer à leur tour des groupes d'action socialistes, dans lesquels seraient versés au fur et à mesure de leur constitution ceux de nos hommes qui participent aujourd'hui aux diverses organisations de résistance, cela bien entendu en se prêtant sans la moindre réserve à tous les systèmes de liaison et de coordination que les circonstances imposent, ou bien l'accord de commandement passé entre les organisations de résistance et le Parti communiste aboutira à une fusion complète, englobant tous ces éléments, organisation socialiste qui y resterait inclus, groupe d'action communiste, dans une formation unique et homogène. C'est la solution qui me paraît non seulement la meilleure, mais la seule bonne, et votre autorité de chef doit pouvoir la prescrire. Mon dernier mot sera pour revenir sur la question qui me paraît la plus importante de toutes celles que je vous ai soumises. De toute mon âme, je voudrais avoir fait passer en vous la conviction que de longues réflexions ont formé en moi, en ce qui touche la nécessité d'un programme préalable, programme de direction, de principe, défini dès à présent par l'accord des partis et organisations de résistance. Mais je tiens encore à vous signaler la position particulière qu'occupe à cet égard le Parti socialiste. Sans que son indépendance et son loyalisme vis-à-vis de la nation française en aient été affectés à aucun moment et à aucun degré, il possède une affiliation et des liaisons internationales. Ces rapports étaient, et sont, j'en suis sûr, restés intimes non seulement avec le Labour Party, mais avec les autres partis socialistes, partis des nations neutres, dont certains sont au gouvernement, partis proscrits des nations assujetties, mais où le socialisme reprendra peut-être le pouvoir dès les premiers réflexes de la libération. Nous serons amenés tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux, à reprendre contact avec nos camarades des autres pays, spécialement avec le Labour, à rechercher avec eux les bases d'une action commune et par conséquent à étudier une position commune vis-à-vis des problèmes de la paix, lesquels commandent à bien des égards les problèmes nationaux. Car lorsqu'on entreprendra de remettre en marche les économies nationales, ne devra-t-on pas se soucier d'avance d'en rendre les principes et la structure compatibles, adaptables à ceux de la future organisation internationale ? De quelle force disposerons-nous? Quel prestige spirituel et politique procurerions-nous à notre pays si nous pouvions rallier le socialisme international à ce qui aurait été le programme commun de la démocratie française?
On répète partout et sur tous les tons que le monde de demain ne pourra pas se passer de l'esprit de la France. Le monde de demain sera ce que l'aura fait la paix de demain, et si l'on veut que l'esprit de la France inspire la paix, il est temps qu'il se dégage et se formule. Ici encore, c'est à votre raison élevée que je m'adresse, et c'est votre autorité que j'invoque. J'attends de vous une réponse. Les communications sont si incertaines que j'insiste pour que vous me la fassiez tenir par le messager qui vous remettra cette lettre. Je vous assure à nouveau de mes sentiments profonds d'attachement.